Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, cette fois-ci organisé autour de l'ouvrage L'influence cachée du cerveau humain, décrypter nos comportements et nos décisions grâce aux neurosciences, écrit par Guillaume Mathias. Bonjour Guillaume. Bonjour Herminie, bonjour à tous, bonjour Sophie. Merci d'être avec nous, Guillaume, ce soir pour discuter donc pendant une heure autour de ton livre, pour le présenter aux personnes qui nous suivent. Donc à tous, pour vous présenter le déroulé de ce webinaire, donc on est ensemble pour une heure. Sophie Couraud, directrice des éditions ESF Sciences Humaines et éditrice de l'ouvrage, va démarrer pour nous faire une introduction, vous présenter la maison et l'ouvrage de manière assez générale. Puis nous plierons au jeu des questions-réponses avec Guillaume. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des réactions, vous avez envie de partager des choses avec nous. Le chat est fait pour ça. Donc, dans la conversation ou dans l'onglet questions-réponses, vous pouvez nous écrire et nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Sophie, je te laisse démarrer. Je t'en prie. Mais merci Herminie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Guillaume, je suis ravie de ces webinaires que l'on fait ensemble aujourd'hui. Alors, comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent, Guillaume est un grand expert des webinaires, des conférences en ligne. C'est presque son quotidien. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et de voir comment est-ce que notre cerveau doit s'adapter, et est-ce qu'il doit d'ailleurs s'adapter aux réunions en visio qui sont notre quotidien dans le monde du travail. Je suis ravie qu'on échange aujourd'hui autour de ton livre, Guillaume. L'influence cachée du cerveau humain, c'est un livre qui est vraiment facile d'accès pour tous ceux qui s'intéressent aux neurosciences, qui veulent les comprendre. On en parle beaucoup depuis ces dernières années. J'allais dire presque de plus en plus, on découvre beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre cerveau, comment est-ce qu'on se motive, quel est le rôle de l'adrénaline, etc. Et tu vas nous expliquer tout ça. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il est vraiment facile d'accès et qu'en plus, il est très opérationnel. On va voir et on aura l'occasion d'échanger dessus au cours de cet échange, mais on va voir tout au fil du livre, on va plonger dans le fonctionnement du cerveau et on va dézinguer quelques mythes, comme le fait que, en fait, on décide de peu de choses. Euh, et ça a été vraiment une grande découverte pour moi. Au pays de Descartes, on se croit très rationnel et tu nous expliques dans un langage très accessible qu'en fait, on n'est peut-être pas si rationnel que ça et que peut-être des décisions nous échappent et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans des entreprises, deux personnes que l'on croirait avoir les mêmes conditions de travail, exactement les mêmes opportunités de réussir, mais il y en a un qui va surperformer et l'autre, au contraire, pour lesquels ça va être plus compliqué. Il ne s'agit pas que l'un soit flemmard plus que l'autre ou pas, mais voilà, tu vas nous expliquer ce qu'il en est. Avant de te laisser la parole euh, pour te présenter, donc tu es le fondateur de BMO et donc qui au quotidien euh, euh, explique et permet de creuser vraiment le fonctionnement des neurosciences et de notre cerveau. Et tu es quelqu'un, j'allais dire, qui est extrêmement curieux, avide d'apprendre et de creuser tout ce qui t'échapperait. Et donc, c'est ce qui fait, je crois,
la richesse de ta personnalité, mais la richesse aussi de ton livre. Et voilà. Et donc, mais sans plus attendre, je vous laisse la parole à Herminie et toi pour échanger donc autour de ce livre et nous faire plonger dans cet univers encore mal connu de notre cerveau. Ah ben, ça sera avec grand, grand, grand plaisir. J'ai eu peur. J'ai cru quand tu me disais que j'étais curieux, que j'étais étrange. Bon, ce qui n'est peut-être pas faux, cela dit. Mais, et pour ce qui est du livre et de la façon dont tu as présenté le livre, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir une super maison d'édition qui m'a vachement bien conseillé. Euh, donc, c'est un beau travail d'équipe en tout cas. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci Sophie pour cette belle introduction. Pour démarrer, Guillaume, peut-être pour les gens qui nous suivent et qui ne te connaîtraient pas, même s'il y a déjà eu une petite introduction de fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours et ce que tu fais chez BMO? Alors, Guillaume Mathias, donc 41 ans, chauffe depuis à peu près 20 ans. Ça a commencé par une coupe courte. Non, je plaisante. Non, depuis 20 ans, mon domaine d'expertise, effectivement, c'est de comprendre le comportement humain à travers justement le prisme des neurosciences et des sciences cognitives. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on perçoit l'environnement, comment le cerveau va processer toutes ces informations et déclencher une réponse d'adaptation. Voilà, ça, c'est mon expertise depuis 20 ans. Alors, pour comprendre dans stratégie d'adaptation, tout ce qui va être réponse comportementale, mais également les réactions physiologiques, émotionnelles, cognitives, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment notre cerveau crée l'adaptation aux environnements? Et c'est une véritable passion depuis 20 ans, avec, c'est vrai, une dimension très... Moi, je ne touche pas à la pathologie clinique, mais plutôt une approche très orientée business. Avant toute chose, c'est à peu près 80% des demandes qu'on a, c'est tout ce qui va être stratégie commerciale, RH, managériale, engagement, vente, communication. Et puis après, il y a 20% d'un panel extrêmement large de situations, et dans lesquelles je m'éclate également. Donc voilà, en quelques mots. Et justement, tu parlais de nos environnements. Dans le livre, tu expliques que notre cerveau, a priori, donc, crée des représentations rationalisées de nos environnements. Pourquoi? Comment? Est-ce que tu peux Euh, nous en dire plus? Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne s'adapte pas à ce qui est à l'extérieur, mais ce qui existe dans notre tête. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est autour de nous? Très honnêtement, on n'en sait rien. Tout ce qu'on est capable de pouvoir dire d'un point de vue là où on arrive à se mettre à peu près d'accord dans les différents domaines de science, c'est de dire qu'on est, en tant qu'être humain, en tant qu'organisme vivant, on évolue dans un énorme, gigantesque bain d'informations où il y a des milliards de milliards de milliards de milliards d'informations autour de nous. Et notre cerveau va déjà en percevoir 11 millions chaque seconde. C'est déjà énorme, hein, grâce à nos sens. Mais qu'est-ce que c'est qu'une perception? C'est tout simplement une information qui va stimuler un récepteur, et le récepteur va envoyer une impulsion électrique au cerveau. Et donc notre cerveau ne perçoit que, et exclusivement que, des impulsions électriques. Donc il va bien falloir qu'il en fasse quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ces impulsions électriques, il va venir les traduire, les identifier et traduire, leur donner un sens. Et il va prendre sur ces 11 millions d'unités d'information, il va en sélectionner seulement que 2000 qui lui semblent les plus pertinentes, et il va les rassembler entre elles pour créer une représentation dans notre tête. Mais quand on les rassemble entre elles, on a besoin de mettre de la cohérence. On a besoin de créer une cohérence. On a besoin de trouver un lien de causalité dans les choses. Et c'est comme ça qu'il va le porter à notre conscience. C'est pour ça que lorsqu'il va traduire et créer la représentation dans notre tête, et c'est bien à la représentation qu'on s'adapte, on s'adapte à ce qui existe dans notre tête, parce qu'il y a à l'extérieur, et bien lorsqu'on va construire cette représentation, il va le faire de façon rationalisée. En revanche, c'est la construction de l'environnement qui est rationalisée. Et nous, comment est-ce qu'on s'adapte à cet environnement-là? On va certainement aborder le sujet. Ce n'est pas nécessairement selon une logique rationnelle. Donc voilà, c'est vraiment ce besoin de cause à effet. Et le sous-titre du livre, c'est donc décrypter nos comportements justement, mais aussi donc nos décisions. Il y a un volet, une partie, assez dense là-dessus, grâce aux neurosciences. Heu, ce qu'on apprend surtout dans le livre, c'est on contrôle que 0,26 de nos décisions. Est-ce que tu peux, nous expliquer comment, fonctionne en fait, notre processus de prise de décision dans le cerveau? Comment ça marche? Alors, effectivement, c'est une vaste question. On va essayer de le segmenter en Ouais. plusieurs étapes. Pour le coup, qu'est-ce que c'est D'aller à qu'une l'essentiel. décision? Mmh. En fait, une décision, c'est à chaque fois qu'en tant qu'organisme vivant, on est confronté à une nécessité d'adaptation. Donc, en tant qu'organisme vivant, on est doué de la faculté de mouvement et on s'adapte, on doit en permanence s'adapter aux variations de l'environnement. Et du moment qu'il y a une variation, on doit s'adapter. Pourquoi? Parce qu'un organisme vivant qui ne s'adapte pas à l'évolution de l'environnement
il meurt. Donc, c'est vraiment une nécessité impérieuse en tant qu'organisme vivant. Maintenant, ces adaptations nécessaires, c'est ça qu'on appelle décision. À chaque fois que je vais avoir une variation de mon environnement, je vais devoir m'adapter. Et on fait ça à peu près 35 000 fois par jour. On se retrouve confronté à 35 000 décisions, enfin 35 000, on va le développer autrement, 35 000 situations dans lesquelles je dois m'adapter avec une pluralité de choix. Et là, mon cerveau va devoir décider plutôt ça que ça. Okay, 35 000, c'est absolument pharaonique. Oui, mais je te laisse imaginer si on rationalisait, si on conscientisait les 35 000. Ça serait l'enfer. Absolument l'enfer sur Terre. Donc notre cerveau, en réalité, va en prendre qu'une toute petite partie et le porter à notre conscience. Ça va être toutes les situations où il considère que là, il y a un enjeu fort et dans lequel notre conscience doit intervenir pour essayer de prendre la meilleure décision possible. Okay, mais, j'avais forcément un mais, les décisions qu'on va conscientiser, la part ne représente que 0,26%. Donc il y a quand même 99,74% de nos décisions, de nos stratégies d'adaptation qui sont directement prises par notre cerveau sans même nous en informer. Sachant que notre cerveau met entre 40 et 230 millisecondes maximum pour prendre une décision entre le moment où je perçois l'environnement et le moment où le cerveau déclenche. Okay, seulement dans 0,26%, il va venir porter cette décision à ma conscience. Et à ce moment-là, je vais pouvoir soit être d'accord avec la décision de mon cerveau, soit lui dire non. Moi, c'est pas comme ça que je veux faire. Okay. Si on prend un exemple simple pour essayer de comprendre ça, tu rentres dans une pièce. Sur une table, il y a un carré de chocolat qui est posé. Le flux d'informations visuelles va traverser ta rétine. Ça va être perçu par le cerveau, ça va arriver dans une première structure qu'on appelle, on va la faire simple sous le nom du système limbique. Et le système limbique, il va se demander est-ce que ceci est bon ou pas pour moi. Et quand c'est bon pour nous, il va déclencher de la dopamine. Et il va dire oh oui, ça c'est super bon, vas-y, mange-le. Ça lui prend à peu près 120 millisecondes. Okay, donc il a déjà décidé. Après, il ne faut pas déconner, un carré de chocolat, c'est quand même un truc super important. Donc, ça va faire partie des 0,26% qui vont être portés à ma conscience. Et ce n'est que à ce moment-là que moi, je me dis oh, un carré de chocolat, cool. Et j'ai l'impression à ce moment-là de décider de croquer dedans. En réalité, ce n'est que le deuxième temps décisionnel. Mon cerveau avait déjà décidé en amont. D'accord. Voilà. Et quand les deux temps décisionnels s'alignent bien, il n'y a pas de souci. On s'en rend compte surtout quand il y a une opposition entre les deux. Je te refais la scène, tu rentres dans la pièce, il y a le carré de chocolat, flux d'informations visuelles qui traverse ta rétine, 120 millisecondes, le cerveau se dit du chocolat, vas-y, croque-le. En plus, il est super bon celui-là. C'est porté à ma conscience, et à ce moment-là, je me dis oh, du chocolat. Non, c'est pas raisonnable. Non. Non à qui? Non à quoi? Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on se dit non à nous-mêmes. Mais pour qu'on puisse se dire non à nous-mêmes, c'est bien que notre cerveau avait décidé avant. Donc, dans 100% des cas, notre cerveau décide. Dans 0,26% des cas, il le porte à notre conscience. C'est le deuxième temps décisionnel. Voilà. Et à partir de là, éventuellement, je peux réussir à aller à l'encontre du premier temps décisionnel. Je dis bien éventuellement. Parce qu'on le sait bien, un carré de chocolat, non, c'est pas raisonnable. Ouais, allez, c'est pas un petit carré. Et si je cède, eh ben effectivement, c'est bien mon cerveau qui a réussi à prendre la décision et maintenir la décision. Si effectivement j'arrive à me dire non, c'est pas raisonnable et le mettre de côté, alors ce n'est que à ce moment-là que ma raison s'est exercée. Donc on voit que c'est 0,26%, mais dans les 0,26%, là encore, on n'est pas forcément systématiquement rationnel. Et est-ce qu'on peut s'entraîner pour décider plus que 0,26%? Alors, plus, non. Parce que là, ça va être une limite du système. C'est-à-dire qu'on a une densité de voies neuronales qui va faire qu'on ne va pas pouvoir conscientiser plus de décisions que ça. Et sincèrement, ce n'est pas forcément souhaitable. Parce que ça consomme énormément d'énergie. Il faut savoir que notre cerveau fait 3-4% de la masse corporelle, mais il consomme plus de 20% de nos réserves énergétiques quotidiennes. Donc il consomme déjà énormément d'énergie. Donc si on devait conscientiser plus de choses, effectivement, on consommerait trop d'énergie. D'ailleurs, tu as un groupe de recherche, je pense que c'est un groupe de recherche qui devait s'ennuyer entre deux grosses études. Ils se sont amusés à calculer le volume que devrait faire le cerveau si on voulait conscientiser 100% de nos décisions. Eh bien, ça représenterait à peu près 26 fois le volume actuel. Je te laisse imaginer le truc. On ressemblerait tous à Mars Attack avec des problèmes cervicaux. Et donc, ce serait lourd à porter. Ouais, c'est ça. Ça serait pas souhaitable. En revanche, ce qu'on peut développer, c'est la capacité du deuxième temps décisionnel à aller à l'encontre du premier. On appelle ça des boucles de rétrocontrôle. C'est-à-dire que la capacité que peut avoir le deuxième temps décisionnel qui se situe ici à l'avant du cerveau, la capacité qu'il va avoir à pouvoir dire au premier temps décisionnel non, on ne croquera pas dedans. Ça, oui, on peut effectivement l'entraîner, l'exercer, tout simplement en apprenant à résister.
Et, Et il y a un mais du point coup, sur le... Ah, pardon. Il y a un vas-y point Sophie, non, je peut-être t'en sur prie. lequel tu es passé un peu vite tout à l'heure Hmm. et quand on a travaillé ensemble sur le livre, bon, ça a été pour moi une découverte qui était euh, on n'a pas tous la même conscience du monde qui nous entoure et chacun, en fait, on vit dans une illusion d'un monde. La réalité, en fait, n'existe pas ou elle est ce que l'on veut en faire. Est-ce que tu peux un peu développer ce point qui, je trouve, était vraiment intéressant mais très intriguant pour moi? Ok. Alors justement, tu te rappelles, ce qu'on disait là, c'est qu'on perçoit 11 millions d'unités d'information chaque seconde dans nos environnements. Donc c'est énorme, c'est une quantité astronomique d'informations. Mon cerveau va les travailler, processer pour les identifier, et il va en sélectionner que 2000. Et ces 2000-là, il va venir les porter à ma conscience. C'est grâce à ça que je prends conscience de ce qui est autour de moi. Mais ce qui est autour de moi, c'est bien, ça ne va pas être les mêmes sélections des 2000 en fonction des individus. Tu peux être exactement au même endroit, on ne va pas choisir les mêmes 2000. Et en plus, la façon qu'on va avoir de les traduire dépend beaucoup de nos mémoires. Donc non seulement on ne va pas traduire les informations exactement de la même manière, mais on ne va pas choisir exactement les mêmes informations. Et on ne va pas de fait les combiner exactement de la même manière. Ce qui veut dire qu'on va vraiment se construire des représentations différentes les uns des autres, mais très différentes les uns des autres. Et d'ailleurs, le mot représentation mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une représentation? On sait qu'on s'adapte à ce qu'on se représente. Mais une représentation, si on reprend le mot, c'est quelque chose qui est représenté. Présenté à nouveau dans notre tête, ce qui est à l'extérieur. Et on ne peut s'adapter que à ce qui est dans notre tête. Alors si on regarde, si tu prends l'image, là tu prends ma caméra, on va voir du blanc, écru, quoi, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai du vert, j'ai un petit peu de vert ici, j'ai du gris, j'ai du noir, etc. J'ai plein de couleurs. Or pourtant, on sait très bien que dans le monde réel qui nous entoure, la couleur n'existe pas. C'est une pure création de notre cerveau. Ce qui existe dans le monde réel autour de nous, actuellement, c'est la dernière théorie, c'est que ce sont des photons qui vont osciller à différentes fréquences. Et en fonction de la fréquence d'oscillation, ça ne va pas stimuler les cônes de la même manière. Et mon cerveau va traduire ces pulsations électriques grâce à un système de couleurs qu'il a créé. Et donc, il va porter à ma conscience la représentation d'une couleur. Eh bien, ce qui est vrai pour la couleur est vrai pour tout. D'ailleurs, si je te demande, et si on s'amusait à faire un petit exercice, c'est qu'on demandait à chacun de dessiner un arbre. C'est bon, tout le monde a un arbre dans sa tête, c'est cool. Ok, on a l'impression qu'on partage tous la représentation d'un arbre. En réalité, si on se met à demander à chacun de dessiner l'arbre, certains vont les imaginer en pleine terre, d'autres en pot, d'autres des petits arbrisseaux, d'autres des buissons, d'autres, on ne sait pas pourquoi, une fleur, alors que ce n'est pas un arbre, etc., etc. Et donc finalement, on va tous se construire une représentation des choses qui peut être très très différente. Et ce qui fait que vu que la représentation est très différente d'un individu à un autre, eh bien lorsqu'on regarde ce qu'il fait, on va comparer ce qu'il fait à ce qui existe dans notre tête. Il y a une image qui est super connue d'ailleurs, hein, qui est un portrait qu'on peut voir de deux façons différentes. Soit on voit une jeune fille qui doit avoir une quinzaine d'années, soit on voit une vieille dame qui doit avoir à peu près 80 ans. Imagine, moi je m'approche de quelqu'un et dans ma tête, c'est une vieille dame. Et toi, dans ta tête, la façon dont tu te l'as représentée, c'est une jeune fille de 15 ans. Et tu vas me voir, moi, arriver auprès de la jeune fille de 15 ans, pour toi, dans ta tête, en lui disant bonjour, ça va aujourd'hui, hein? Il fait beau, non? Je disais, il fait beau. Tu vas me regarder avec des yeux ronds, tu vas dire, mais il fait quoi le chauve? Il a pété les plombs, quoi? Comment il parle à la jeune fille? Oui, mais moi, dans ma tête, ma représentation, c'est que c'est une vieille dame de 80 ans, et pour moi, dans ma tête, une vieille dame de 80 ans est dure de la feuille. Donc moi, mon comportement, il va être cohérent pour moi. Mais pour toi, il va te sembler incohérent. Pourquoi? Parce qu'on ne se représente pas la même chose de la même manière. Et donc, de fait, c'est ce qui va souvent nous amener à ne pas comprendre les comportements humains. Il faut vraiment avoir en tête que chaque individu est cohérent par rapport à sa représentation de l'environnement. Il est cohérent dans son adaptation par rapport à ce qu'il se représente lui. Et donc, à chaque fois qu'on voit un comportement qui nous semble incohérent, en réalité, ce qu'il faut aller explorer, c'est comment il se crée la représentation du monde dans lequel il s'adapte. Et on a une première intervention dans le chat qui demande si c'est, première question, si c'est lié au biais cognitif et aussi si du coup le raisonnement neutre n'existe pas. Aïe, le mot biais cognitif. Aïe. Alors, je vais être un peu provoque volontairement.
mais les biais cognitifs n'existent pas. Le biais cognitif vient de la façon dont on considérait l'être humain durant le XXe siècle. En fait, en début du XXe siècle, 1906, si je ne dis pas de bêtises, on a besoin de travailler scientifiquement en fait, sur l'humain, sur nos organisations, la société, et donc on doit définir notre sujet d'étude. Et le sujet d'étude, on a défini le sujet humain comme étant un acteur socio-économique de raison, qu'on a appelé l'homo economicus. Okay, et on a cru profondément à ce postulat-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a considéré qu'on était des acteurs socio-économiques de raison? C'est pas arrivé de nulle part, c'est qu'on a 3000 ans d'histoire qui nous viennent et qui veulent définir l'humain comme étant ce qui fait la particularité humaine, c'est sa capacité d'intelligence. Et on a cru pendant très longtemps que la capacité d'intelligence, c'est la capacité rationnelle. Donc on s'est défini comme des acteurs socio-économiques de raison, l'homo economicus. Lorsqu'on voyait ensuite, lorsque Daniel Kahneman, dans les années 70, parce que les biais cognitifs viennent de lui, dans les années 70, il s'aperçoit que dans certaines situations, certains individus vont avoir un comportement irrationnel qui est lié à la construction de l'environnement. Et donc, il arrive avec cette définition du biais. Un comportement biaisé, c'est un comportement qui a été déviant par rapport à ce qu'il aurait dû être. Qui aurait dû être. Oui, mais qu'est-ce qui aurait dû être? C'était la réponse rationnelle, telle qu'on pensait l'acteur socio-économique. Or, depuis maintenant plus de quasiment 40 ans, on sait que nous ne sommes pas des acteurs socio-économiques de raison. La raison ne nous a jamais mis en mouvement. Et donc, finalement, ce ne sont pas des comportements biaisés. Ils sont biaisés par rapport à la raison si on était rationnel. Ce pas des comportements biaisés, ce sont des déclenchements automatiques de notre cerveau pour venir s'adapter à un environnement de façon rapide. Mais ils sont tout à fait logiques, ces biais. Ils n'ont rien d'irrationnel. Ce n'est pas un comportement biaisé, ce n'est pas un comportement déviant. Et ça, c'est vraiment super important de l'avoir en tête. Donc, est-ce que c'est en lien avec nos biais? Oui, en fait, ce premier temps décisionnel ne repose pas, on va certainement creuser un peu le sujet, mais le premier temps décisionnel ne répond pas au principe de la raison. Il va répondre à des logiques de tension. Et ces logiques de tension, si on ne les comprend pas, eh ben, on a l'impression qu'on est biaisé, que ce sont des biais cognitifs. En réalité, ce sont des comportements automatiques logiques. Il y avait une deuxième partie dans la question, c'était la décision neutre. C'est absolument impossible de prendre une décision neutre. Tout simplement parce qu'une décision crée une nécessité de rééquilibre d'un système. On a besoin, en fait, on vit dans des systèmes déséquilibrés, c'est des équilibres instables, on appelle ça. Et donc, une décision, c'est une nécessité d'adaptation. Pourquoi il y a une nécessité d'adaptation? Parce qu'il y a un état de déséquilibre. S'il y a un état de déséquilibre, de fait, on ne peut pas être neutre. Donc, une décision parfaitement neutre, dans l'absolu, n'existe pas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Tu parlais justement, donc nous ne sommes pas des acteurs socio-économiques de raison, mais des acteurs socio-économiques de tension. Est-ce que tu peux un peu développer ça au niveau de quelles sont les tensions, quels sont les neurotransmetteurs et le rôle qu'ils jouent justement dans notre prise de décision, parce que tout ça est lié. Je veux bien que tu nous développes un peu tout ça. Alors, effectivement, ces mécanismes de tension, donc, juste pour qu'on arrive à garder le schéma un petit peu en tête, on a deux temps décisionnels. Le cerveau perçoit des informations, les envoie en plein cœur du cerveau, qu'on va résumer sous le nom de structure du système limbique. Cette structure du système limbique crée le premier temps décisionnel. Dans 0,26% des cas, ensuite, c'est porté à la conscience, c'est le deuxième temps décisionnel. Le deuxième temps décisionnel essaye effectivement de prendre des décisions par raison. J'ai bien dit essaye. Le premier temps ne répond pas. En fait, on n'a pas le temps de créer un raisonnement. Le cerveau le fait entre 40 et 230 millisecondes, donc c'est techniquement parlant impossible. Donc comment se passe ce premier temps décisionnel? Eh bien, il faut savoir que les 11 millions d'unités d'information qui sont traitées, qui passent dans cette structure-là, il y a une petite structure, qu'on appelle le thalamus. Et le thalamus, lui, va se poser une question schématiquement très bête. Il va se demander, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? En ayant conscience que le sens de cette question, c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Notre cerveau a commencé son développement d'ailleurs bien avant qu'on soit considéré comme une espèce humaine. Donc notre cerveau répond à la logique d'un organisme vivant. Or, un organisme vivant, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'énergie, donc tout ce qui est accès à la ressource est fondamental pour lui.
puisqu'un organisme vivant, on brûle de la ressource, et voire même on a besoin de ressources pour pouvoir s'adapter, des ressources exogènes, pour s'adapter à nos environnements. Ensuite, ça peut paraître très très bête, mais un organisme vivant, son but du jeu, c'est de rester vivant. Donc, la survie. Et troisième aspect, qui dit vivant dit fondamentalement à un moment donné ou un autre la mort. Et donc, si on veut que le vivant perdure, la reproduction. Ce sont les trois très grandes fonctions du vivant. Donc mon cerveau, à chaque fois qu'il perçoit des informations, il va se demander si ça contribue en partie ou en totalité, ou si ça va à l'encontre de ces trois grands principes. Si effectivement ça va à l'encontre, alors il va nous créer ce qu'on appelle des tensions aversives. C'est quelque chose de on ne supporte pas ça, on n'aime pas ça. Okay, quand on est pris dedans, la sensation aversive, comment la décrire? Rappelez-vous la dernière fois que vous êtes tapé le petit doigt de pied sur l'angle de la table basse, là, en marchant. Vous la sentez bien, la tension aversive? Je pense que ça parle à tout le monde. Voilà. Généralement, c'est une tension qui donne rarement le meilleur de nous-mêmes. Okay, donc ça, c'est une tension aversive. C'est quelque chose qu'on ne supporte pas. Okay, et de l'autre côté, quand quelque chose est bon pour nous, alors il va créer des tensions de satisfaction. Repensez au plat que vous préférez, un truc que vous adorez, et pensez à la première bouchée que vous en prenez là. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Tu vois, et ça, c'est une tension de satisfaction. Et donc, notre cerveau, ce premier temps décisionnel, en fait, va venir comparer les deux grandes familles de tensions entre elles. Est-ce que cette situation, parce que toute situation a toujours une part aversive, toujours une part de satisfaction. Et donc, il va venir regarder si cette information et cet environnement me créent plus de tensions aversives ou plus de tensions de satisfaction. S'il y a plus de tensions aversives par rapport aux tensions de satisfaction, alors on décide de ne pas y aller, ou de sortir, de détruire le stresseur, ou de fuir le contexte, ou par anticipation de ne pas y aller. C'est ce qu'on appelle dans les 3 F, c'est les 2 F de fly or fight, combattre ou fuir. Okay, c'est ça qui va définir cette intention comportementale-là. Si à l'inverse, quelque chose est bon pour nous, alors on va vouloir s'engager. C'est-à-dire que si les tensions de satisfaction sont plus fortes que les tensions aversives, alors l'intention comportementale va être d'aller chercher la satisfaction de ces tensions de satisfaction. Okay, donc c'est un rapport de tension. Et il y a un petit détail qu'il faut connaître, c'est que les tensions aversives, ok, c'est une sensation qu'on déteste et on cherche à l'éviter, mais les tensions de satisfaction sont liées à la libération de 4 neurotransmetteurs principalement. La dopamine, qui va nous créer les tensions additives, c'est-à-dire des choses que je peux avoir en plus. L'ocytocine, qui va être responsable des tensions socio-relationnelles, le fait d'avoir besoin de faire partie d'un groupe, d'être reconnu, la relation parent-enfant, les amis, etc. Le partage, les copains, les copines, etc. etc. La sérotonine va être responsable des tensions aspirationnelles, ce qui me donne la nécessité d'être, l'envie d'être, l'estime de moi, la construction de mon identité, etc. C'est lié aux tensions aspirationnelles. Et enfin, les tensions d'apaisement qui sont déclenchées par les endorphines. Quand on contemple un magnifique coucher de soleil, waouh, t'as vu comme c'est beau, ça fait un bien, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Voilà, ça c'est les tensions liées aux endorphines, les tensions d'apaisement. En fonction, donc c'est des taux de concentration, en fait c'est des neurotransmetteurs qui nous permettent de créer ces états de tension-là. Mais si on était des êtres équilibrés, parfaitement équilibrés, d'ailleurs je vois partout des formations pour rechercher l'équilibre interne, devenez des gens équilibrés, etc. Mais surtout pas. Je vous souhaite d'être équilibré le plus tard possible. Parce qu'un système à l'équilibre est un système inerte. Donc la seule et unique fois où vous serez parfaitement équilibré, ça sera à l'état létal. Donc je vous souhaite d'être équilibré le plus tard possible. En revanche, un organisme vivant a besoin d'être maintenu dans ce qu'on appelle un équilibre instable. En fait, on est en perpétuel déséquilibre qu'on essaye de corriger un peu tout le temps. Comment la nature a créé ça chez nous? Eh bien, si on prend la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine ou l'endorphine, en fait, vu que c'est déclenché quand c'est des choses qui sont bonnes pour nous, la nature s'est dit « Oh, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est que si le taux de concentration de dopamine n'est pas suffisant dans l'organisme, alors du coup, ça va créer une tension à vouloir aller en chercher. Et au moment où il y a libération, il y aura un sentiment de satisfaction. On va avoir un pic de dopamine, on va remonter à
à un seuil qui est agréable, mais bien évidemment, ça va se dégrader rapidement dans l'organisme jusqu'à ce qu'on repasse encore en dessous du seuil de manque, ce qui nous oblige en permanence à se mettre en mouvement. Cette mécanique-là est ce qu'on appelle une mécanique addictive. Nous sommes tous des drogués, au sens réel du terme. On est tous drogués à la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine ou l'endorphine. Donc, ce que nous faisons répond à des logiques de tension addictive. Okay. Et alors, généralement, quand je dis qu'on est tous des drogués, les gens me regardent et me disent « Mais pas drogué, moi !» Mais on n'aime pas cette notion un peu d'addiction. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que dans le grand public, lorsqu'on va parler, on va entendre parler d'addiction, d'addictologie, en fait, on parle des pathologies cliniques. On parle des moments de dysfonctionnement de la mécanique addictive. Or, la mécanique addictive, c'est la plus belle chose qu'on ait en nous, puisque c'est elle qui crée des états de tension qui nous mettent en mouvement et qui permettent la vie. Et donc, c'est la compréhension de cette logique addictive qui est derrière. Et du coup, ça fait beaucoup penser, ça sera déjà, est-ce que ça correspond aux émotions? Est-ce que c'est lié ou c'est des choses complètement différentes? Alors que tu me dis oui. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que donc, on pour nos prises de décision, elles sont toujours liées aux émotions, vu qu'elles sont liées à ça? En Ou fait, ça pas dépend comment on justement? voit les choses. En fait, toutes nos approches aujourd'hui, elles fonctionnent sur la mécanique empirique. Comme on ne savait pas comment fonctionnait exactement le cerveau, on n'avait pas d'autre choix que d'impulser quelque chose et puis on regarde la réaction. Et donc, on finit par développer des modèles. Donc, on comprend des modèles, mais on est bloqué par l'observation qu'on peut avoir à l'extérieur. Or, la chose sur laquelle on arrive à remonter au plus proche du cerveau par observation extérieure, c'est l'émotion. En réalité, en neuro, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion est une réponse physiologique. Donc, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Par exemple, je vois un carré de chocolat. Oh, un carré de chocolat, trop bon. Donc, c'est porté donc, mon cerveau, lui, balance un shoot, une tension à la dopamine. Parce que c'est super dopaminergique le chocolat. Ça, il lui faut 120 millisecondes. Le porte à ma conscience. Ma conscience se dit oh, un carré de chocolat, cool, je croque dedans. Je croque dedans. Oh, je fais bon. En plus, là, à 18h30, je vais donner faim à tout le monde. Oh, puis il est super bon celui-là. La sensation de plaisir que j'ai, c'est lié à la libération de dopamine. Au moment où je croque dedans, mon cerveau me récompense, il libère la dopamine. Cette dopamine se diffuse en moi et me crée un ressenti physiologique que je vais appeler plaisir, satisfaction. Plus grosse intensité, joie. Gros shoot d'ocytocine, diffusion dans l'organisme. Ressenti physiologique, je ressens quelque chose de particulier que j'ai nommé tendresse, affection, confiance, partage. Amour parental quand c'est vraiment très fort, etc. Je me prends un shoot de sérotonine, la sérotonine va se diffuser, me créer un ressenti physiologique que je vais appeler fierté. Estime de moi, puissance. Moi, homme fort, j'ai posé une étagère. Ça, c'est un shoot de sérotonine. En revanche, je me prends un gros shoot de noracorte, hyper intense. Pardon, noracorte, c'est une contraction interne. Ça n'existe pas à l'extérieur, mais c'est qu'on en a marre de répéter noradrénaline plus cortisol. Donc, on a fait une contraction interne, on l'utilise tellement de fois par jour. Donc, gros pic de noradrénaline et de cortisol. Le ressenti physiologique que je vais avoir, donc en cascade, ce ressenti-là va me créer des sensations dans le corps. Je vais appeler ça frayeur, peur, angoisse, anxiété, tracas, irritant, colère. Ça va dépendre des intensités et de la durabilité. Donc les émotions sont une conséquence de la libération de ces neurotransmetteurs qui nous créent les états de tension. Merci, c'était très, très clair. On a eu une question dans le chat. Quelqu'un qui demande est-ce que ce serait possible d'avoir un avis sur les travaux de Paul Ekman et Philippe Turchet sur le non-verbal et les micro-expressions du visage? Alors, je vais devoir y répondre du coup de façon ultra globale parce que les travaux sont ultra denses. Donc, il faut savoir une chose. Comment on va expliquer ça? Quand les 11 millions d'unités d'information arrivent dans le premier temps décisionnel, dans le système limbique, cette première décision va être donc une stratégie adaptative qui va être donc en créant des états de tension. Ça va se traduire par une réaction émotionnelle. Si c'est porté à ma conscience, ça va créer une réponse cognitive de pensée, mais ça va également déclencher plein de micro-mouvements. Pourquoi? Parce que cette structure-là est reliée directement, alors désolé pour les termes techniques, au striatum. Et le striatum, c'est celui qui est responsable de la production du mouvement.
Ce qui veut dire qu'on va déjà avoir une première réponse comportementale réflexe qui va se produire entre 40 et 230 millisecondes avant qu'on ait le temps de le conscientiser. Et lorsqu'on va parler de l'analyse des micro-comportements, en fait, c'est l'observation de ces micro-déclenchements qui se font en 40-230 millisecondes avant la conscientisation et donc avant qu'on puisse les bloquer volontairement. Voilà. Et dans ce sens-là, ces travaux sont super intéressants. Après, ça reste des approches de science. Comme toute approche de science, il y a des choses qu'on a envie de critiquer, il y a des choses qu'on a envie de valider, mais c'est une science qui progresse et les outils, en tout cas d'études, d'analyse, s'enrichissent énormément, surtout cette dernière décennie. Donc c'est un domaine de science qui nous apprend énormément de choses. Et l'ouvrage, ton livre, ça se limite pas seulement à la théorie. Tu montres aussi comment les mécanismes cognitifs influencent plusieurs aspects de notre vie. Concrètement, comment ça se traduit dans notre quotidien, au niveau des relations, que ce soit professionnelles ou personnelles? Est-ce que tu aurais quelques exemples, à nous donner, dans la vie quotidienne? Comment est-ce qu'on peut utiliser, tout ça? En fait, la première chose à avoir en tête, c'est que comme on reste et on a été formaté à croire qu'on est des acteurs socio-économiques rationnels. Donc, quand on voit une situation bloquante, on essaye soit de se raisonner, soit de raisonner l'autre. Et ça ne marche pas. Tu prends quelqu'un qui est terrorisé à monter en avion, ça sert à rien de te pointer et de lui dire ah bon, t'as peur en avion? Tu sais que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde? Tu crois qu'un jour cette raison-là a dit à quelqu'un ah bon? Ah, désolé, je savais pas. Ok, on y va les gars, on embarque. Non, on n'a jamais vu ça. Et en fait, on a ce réflexe de toujours vouloir hyper rationaliser quand quelque chose bloque, alors souvent c'est la raison qui bloque. Ah, eh ben, on veut surrationaliser derrière. En réalité, il faut défocaliser le problème de la raison et de réfléchir en termes d'état de tension. Qu'est-ce qui amène l'individu à être dans ces états de tension-là? Typiquement, tu prends quelqu'un, tu veux un exemple super concret, va voir quelqu'un qui fume et tu lui dis, tu sais que la cigarette tue? Non, sans déconner. Je savais pas, dis donc. Et il va pas s'arrêter de fumer pour autant. Et si tu lui dis, bah, à un moment donné, stop, maintenant t'arrêtes parce que c'est quand même dangereux pour ta santé, il n'y arrivera certainement pas. Il y a de très fortes chances qu'il n'y arrive pas. Et si on focalise à vouloir lui donner des raisons, ça va être encore pire parce qu'on va le culpabiliser. En réalité, il faut comprendre la cascade des états de tension qui l'amènent à fumer. Accrochez-vous, on va essayer de le faire simple. Quand je suis stressé, je produis enfin, je la fais dans l'autre sens. Quand un contexte m'amène à produire de la noradrénaline et du cortisol, alors je suis stressé. Effort, incertitude, imprévisibilité, risque d'intégrité physique, risque d'intégrité psychologique. Tout ça sont des conditions qui vont faire monter le taux de noradrénaline et de cortisol, qui vont créer en moi un ressenti de stress négatif pour le coup. Okay. Comme la noradrénaline et le cortisol augmentent, alors la sensibilité à la dopamine va augmenter. Donc j'ai besoin de plus de dopamine. Je trouve que banco, c'est la cigarette qui est ma meilleure stratégie dopaminergique. C'est pour ça que c'est une drogue. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je suis stressé, je fume. Okay, mais je sais que c'est pas bien, mais je suis dans mes états de tension. Et clairement, la tension à la cigarette est plus forte que la tension au risque d'intégrité physique de noradrénaline. Donc je fume. Et là, j'ai quelqu'un qui va me culpabiliser pour me dire, mais tu sais que pourquoi tu fais ça? C'est débile ce que tu fais. Quand on fait ça, on fait baisser sa sérotonine. Son taux de concentration de sérotonine chute. Quand la sérotonine chute, la noradrénaline augmente. Donc, comme la noradrénaline augmente, de fait, la tension à la dopamine augmente. Donc, encore plus besoin de fumer. Et là, tu as une spirale. Ouais. Voilà, et c'est fini. Donc, au lieu de focaliser sur le fait qu'il fume, et on travaille beaucoup, on a pas mal de protocoles sur la gestion addictive, justement, puisque c'est vraiment notre cœur de métier depuis 20 ans, on défocalise de l'addiction en elle-même. Notre but du jeu, ça va être de baisser la noradrénaline et le cortisol. Donc déjà, de vérifier dans l'environnement de l'individu, qu'est-ce qui amène à produire de la noradrénaline et le cortisol, donc à créer ce stress. Et on va déjà vérifier s'il y a des choses dans le contexte, dans l'environnement qu'on peut baisser. Donc on défocalise carrément le sujet, on travaille l'environnement. Une fois qu'on a travaillé l'environnement, on va s'intéresser à l'individu. Qu'est-ce qui peut faire encore baisser sa noradrénaline? Il se trouve que les endorphines, quand tu produis des endorphines, tu baisses la sensibilité à la noracorte. Donc on va aller chercher des stratégies de production d'endorphines pour notre bonhomme. Pratiques sportives, contemplation, méditation, souffle, rire, pleurs, etc., qui vont permettre à l'individu de produire plus d'endorphines. Comme il produit plus d'endorphines, la noracorte descend. Comme la noracorte descend, la tension à la dopamine descend.
Donc le besoin de se fumer se fait moins sentir. Comme il fume moins souvent, on le valorise. Comme on le valorise, la sérotonine augmente. Comme la sérotonine augmente, la noradrénaline descend. Et, tu vois, et on va inverser en fait. Et on va travailler exclusivement sur les états de tension, sans chercher à adresser la raison. Et là, pour le coup, on est vraiment, vraiment efficace, parce que les états de tension, c'est vraiment ce qui nous met en mouvement. La raison, c'est juste l'histoire qu'on se raconte. Et au niveau dans un exemple typiquement, plutôt au niveau professionnel, pour la gestion des ressources humaines, typiquement, en quoi ton ouvrage peut être utile, pour des RH, des DRH, dans l'entreprise? J'en ai un qui m'amuse beaucoup et que j'adore, parce qu'on a un outil hyper puissant là-dessus. Mais le chiffre qui gratte, c'est que tu as 80% des managers qui considèrent donner suffisamment de reconnaissance à leurs équipes. Puis après, tu regardes de l'autre côté, il y a 17% des équipes seulement qui se sentent reconnues au travail. Mince. Oui, ça colle pas. Ça colle pas. Et en fait, quand tu vas discuter avec les managers, ils ont vraiment l'intention, et ils ont cette intention à vraiment vouloir reconnaître leurs équipes. Et ils ont l'impression qu'ils reconnaissent les équipes. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés derrière, ils ont dit « Oh putain, super, hein, ton dossier hier, hein. Bravo Roger ». Et ils se barrent. Et ils se disent « Tiens, j'ai reconnu mon équipe ». Oui, si on le prend sur la raison, effectivement, le manager a reconnu Roger. Roger, dans les stats, devrait être sorti comme reconnu. Oui, ça c'est de la raison. Dans les états de tension, on va avoir certaines formes de reconnaissance sur lesquelles on est plus ou moins sensible en fonction des individus. Or, il se trouve que dans la forme de reconnaissance, celle qui me permet de produire de la sérotonine, de me sentir, moi, à ma juste place, pleinement reconnu, eh ben Roger, il n'est pas sensible à la valorisation verbale du travail. En revanche, le manager serait passé et lui aurait dit « Oh Roger, j'ai vu ton dossier. » Et tu as dû envoyer un... Ça n'a pas dû être évident à monter ça. Hein. Franchement, félicitations. Il se trouve que là, mon salarié ou Roger, il est sensible à la valorisation de l'effort. Et c'est ça qui, chez lui, va déclencher la sérotonine et qui va créer le sentiment d'être reconnu. Ça paraît totalement irrationnel, mais quand on comprend les déclenchements des états de tension, et ben derrière, l'intention du manager aura trouvé effectivement un écho chez Roger parce qu'il ne l'aura pas fait par la raison, il l'aura fait par la sensibilité aux états de tension. Par exemple. OK. Ça, c'est un exemple. Et c'était très clair et on a eu d'autres questions entre-temps dans le chat. Une personne donc qui dit déjà que c'est très intéressant et par rapport au côté, rationnel, est-ce que cela signifie que travailler sur les croyances, limitantes, ce n'est pas utile? Alors, Qu'est-ce que tu dirais? c'est non, c'est pas inutile, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que notre cerveau produit la pensée en fonction de nos états de tension. Je donne un exemple, je suis en train de me balader en vélo. Ah, je suis en campagne, le soleil est beau, tout va bien. Et puis tiens, d'ailleurs, devant, il y a aussi un autre vélo qui est devant, qui profite. Oh, c'est tellement beau la nature. Et puis d'un seul coup, tu as un tracteur qui te coupe la route. Tu piles net, tu fais waouh, c'est quoi ce délire là? Vous pouvez pas faire attention, non? Et là, d'un seul coup, toi, tu viens d'avoir un pic de noradrénaline. Et donc, ce pic de noradrénaline va ensuite façonner toutes tes autres pensées. Et là, tu vas dire, mais sans déconner, quoi, les gens, mais franchement, les gens font gaffe à rien. Hein. C'est comme l'autre, là, regarde, là, son piqué, là, qui traîne au milieu du champ, là. Ça, c'est un coup à ce que les gens se blessent. Et l'autre blaireau en vélo, là, qui est en train de zigzaguer. Non, mais mec, connecte-toi un peu à la réalité, quand même. Il y a 10 secondes, tout était poétique, tout était beau, tout était merveilleux. Ton état de tension change. D'un seul coup, tout ton système de pensée va s'aligner avec cet état de tension. Et cet alignement, cette façon qu'on va avoir de construire la pensée, peut amener à des croyances limitantes. Elle est la conséquence des états de tension que je vivais à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les déconstruire ou qu'on ne doit pas amener l'individu à le construire autrement. Mais on ne doit le faire que quand il est dans les bonnes conditions d'état de tension. Si jamais tu le mets en stress en voulant déconstruire sa pensée, alors il va reconstruire une pensée stressante. Donc il faut d'abord amener la satisfaction de ces états de tension et à ce moment-là déconstruire les choses. Enfin, déconstruire. J'aime pas trop le terme. L'amener à reconstruire différemment. Ce serait déjà plus juste. Ok. Donc, il faut tenir compte en permanence de ces états de tension-là. Et bien sûr que ça aura un intérêt parce que ça va consolider des choses différemment en mémoire. Et donc, ça sera mobilisé de façon différente. Et après, il y a toute une cascade qui est un peu technique. Mais toujours est-il, oui, il faut travailler là-dessus, mais dans le bon environnement, quoi.
Dans le livre, tu fais un focus particulier sur le facteur temps. Et tu nous montres que dans l'éducation des enfants, par exemple, c'est compliqué de leur dire révise ton contrôle parce que si tu travailles bien en classe, eh ben, dans X années, tu feras les études que tu veux, le métier que tu veux. Ou alors, un autre sujet que tu abordes aussi, on a tous conscience d'aller à la catastrophe en ce qui concerne l'environnement et la protection de la planète. Et pour autant, on ne change pas grand-chose, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, dans nos comportements. Est-ce que tu peux faire un point sur le facteur temps et comment il influe sur nos décisions? En fait, notre cerveau va devoir prioriser les choses les plus imminentes. Il faut juste quand même penser qu'on est dans une stratégie d'adaptation en permanence. Donc c'est beaucoup plus pertinent de s'adapter à ce qui arrive maintenant ou va arriver là de suite que par rapport à ce qui va arriver bien plus tard. Ce qui veut dire que comment le cerveau a créé ses priorités. Eh bien, plus un événement est imminent, plus l'état de tension va être fort. Moins l'événement est imminent, donc plus il est éloigné dans le temps, plus l'état de tension va être faible. Bilan, on va prioriser inévitablement les états de tension les plus forts. Donc ça veut dire que, typiquement, le coût de l'environnement, si on continue à vouloir faire bouger les gens sur l'environnement en leur disant si on ne fait rien maintenant, eh bien, dans 50 ans, 60 ans ou 80 ans, on risque d'en payer les conséquences. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu me demandes de faire des efforts intenses maintenant. Effort égale aversion, tension aversive. Mais maintenant, là, donc autant te dire que la tension aversive est à son maximum. Pour que peut-être, dans 50, 60 ans, 80 ans, ou certainement d'ailleurs moi je serai plus là, ça se passe mieux. Donc éventuellement un petit peu de dopamine. Non, la tension à la dopamine, elle est 10 fois trop faible, elle est complètement diluée à cause du temps. Bilan, si je prends mon inéquation, tension aversive maximum, satisfaction dans 80 ans, très faible. Quelle va être mon intention comportementale? Combat ou fuite? Fuite, oui, on verra, oui. Oui, j'éteins le robinet ou j'éteins la lumière en sortant. On va sauver la planète avec ça. Tu vois, on va botter en touche en fait. Alors que si on veut que les gens s'engagent réellement dans l'environnement et changent leur comportement par rapport à l'environnement, vu qu'on ne pourra pas bouger la tension aversive avec l'effort que l'on doit faire maintenant, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'en face, il faut qu'on arrive à mettre une satisfaction imminente et très forte. Et ça passera pas par un évitement de situation aversive. Les leviers vont clairement être plutôt identitaires. Si je fais un effort maintenant, est-ce qu'on va me reconnaître aujourd'hui et maintenant dans ma capacité à faire des efforts? Est-ce que ça va me permettre d'être une personne que je souhaite être et devenir et que je souhaite revendiquer à tous? Si c'est le cas, alors oui, je vais le faire. Si c'est pas le cas, il faut que je trouve autre chose. Okay. Donc le temps va augmenter ou diluer les états de tension et donc la priorisation de la façon qu'on va avoir de se mettre en mouvement. On a une autre question dans le chat. N'hésitez pas, c'est un peu les 10 dernières minutes, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc cette question demande comment on peut intégrer les neurosciences dans la vente, donc la plus professionnelle. Et y a-t-il des études qui démontrent une différence entre des commerciaux lambda et ceux qui s'intéressent ou intègrent les neurosciences? Ah ouais, on en a des tonnes. En fait, bien évidemment, le secteur de la vente c'est emparé très tôt. D'ailleurs, c'est les plus grosses recherches empiriques étaient surtout dans la vente. Maintenant, nous, on en a quasiment 80 des demandes sont orientées business. Dans les 80 j'en ai 60 qui sont vente, marketing, communication. Donc oui, c'est un secteur dans lequel on peut faire énormément de choses. L'enjeu, en fait, c'est pas de réussir à vendre, c'est de réussir à déclencher la décision d'achat. Or, entre guillemets, ce que moi j'appelle le mauvais vendeur, il va venir nous pointer du doigt une douleur et te mettre en face une solution. Ok. Est-ce que vous avez mal là quand j'appuie? Aïe, oui, tenez de la crème. Ah, merci. Voilà. Ça va être la valeur perçue de ta crème. Ça, c'est le mauvais vendeur. Pourquoi c'est le mauvais vendeur? Parce que, en fait, la valeur vient intrinsèquement du produit.
Mais tu prends une boîte, tu as 40 vendeurs qui sont sur le même produit, tu auras des bons et des mauvais vendeurs. Si tu t'arrêtes à douleur, ce qu'on appelle les painkillers, ou les solutions vitamines, c'est-à-dire les plus et les moins d'un produit, alors normalement, tous les vendeurs devraient être à la même perf. Qu'est-ce qui va faire un bon vendeur? Donc ce que j'ai expliqué, c'est noradrénaline et de l'autre côté dopamine. Mais on l'a vu dans les tensions de satisfaction, il y a la dopamine, mais il y a également l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Un mauvais vendeur va se concentrer que sur les conditions de déclenchement de dopamine. Et c'est ce qu'il fait de façon empirique. Un vendeur un peu mieux va créer du lien avec son client, va se concentrer sur l'ocytocine. Le très 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 bon vendeur et ceux qui top performent, c'est la sérotonine. C'est quand il va permettre, en plus à son client, en plus de la dopamine, de l'ocytocine, de savoir lui créer des conditions de déclenchement de sérotonine. C'est un état de tension qui est extrêmement puissant en nous. Et donc, si effectivement mon vendeur sait m'amener ces shoots de sérotonine, ou l'environnement de marque, de produit sait aussi m'amener ces shoots de sérotonine, alors l'état de tension va être beaucoup plus fort que n'importe quel autre produit concurrent, et donc je vais avoir envie de l'acheter. Typiquement, c'est le cas d'école par excellence, c'est Nespresso. Nespresso, il faut quand même avoir en tête, hein, les bonhommes, ils sont arrivés un jour sur le codir en disant, écoutez les gars, j'ai une super idée, on va aller attaquer un marché qui est saturé qui est mûr depuis 180 ans, tous les marchés sont équipés de cafetières qui valent que dalle, on les a gratos à la redoute, du café qui est vendu en 500, les gens ont leurs habitudes de consommation à mort, et nous, ce qu'on va faire, on va les obliger à tous racheter des machines qui coûtent super cher, à acheter du café en capsule, ce qui est moins évident, dans des points de vente où ils n'ont pas l'habitude d'aller, et vous allez voir, on va remporter le marché. Et bah oui, ils l'ont remporté. Parce qu'en fait, les cafés amenaient la dopamine et l'ocytocine, et Nespresso a su ramener la sérotonine en plus. L'état de tension était plus fort. C'est pour ça, un Nespresso, qu'on soit clair, hein, le café qui est dedans, c'est le même que partout. Hein. Il n'a rien de spécial, ce café. En revanche, on est venu amener dans tout l'environnement de la marque tous les codes du luxe. Et tous. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, hein. Enfin, nous, à Bordeaux, la boutique Nespresso, elle est entre Hermès et Louis Vuitton. Avec 2 petites boules de gui, un tapis rouge et des trucs comme dans les grands hôtels. On a même un vigile devant. Vous imaginez le job planqué à mort. On n'a jamais vu personne débarquer dans un espresso faire plus personne ne bouge, filez-moi les capsules. Non, lui, son rôle, il est juste marketing pour faire croire que ce qui est dedans est super précieux. Et donc, c'est ça qui va amener la sérotonine. Quand j'achète ce café-là, je suis. Ça a amené la sérotonine. Et donc, du coup, oui, ils ont envahi le marché. Donc, oui, des stratégies comme ça, il y en a des. Enfin, j'ai 20 ans d'expérience là-dessus. Donc, je vais pas tous les dérouler, mais il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à faire, effectivement, sur cette dimension-là. Après, il faut rester éthique. Ouais, justement, Ça, c'est ça fondamental. m'amène à ce questionnement-là. Tu abordes justement dans le livre aussi, et même dès l'introduction, la question de l'éthique et de l'influence. Pour toi, est-ce il y a une nuance, voire une limite entre influence et manipulation? Comment faire la différence? Comment savoir jusqu'où on peut aller? Euh, je fais pas de différence. Pour moi, c'est une vision assez frileuse de la manipulation. Mm. Quand on parle d'influence, c'est parce que j'ose pas le mot. Alors qu'on pourrait vraiment aller, hein, on peut vraiment pousser. Hein. Là, à la limite, dans le cerveau, on va parler d'influence. Quand on parle de l'influence cachée, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe derrière et qui se trame en continu. Mais si on prend le modèle en lui-même de compréhension et la façon dont nous, on va le mettre en application après, c'est de la manipulation. L'inéquation décisionnelle de Brain Modus Operandi est certainement le modèle le plus abouti au monde en termes de manipulation. Manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en mouvement. Et nous, on vient jouer en plein cœur des états de tension, en plein cœur du cerveau, dans ce qui va mettre en mouvement l'individu. Donc oui, on manipule, et n'ayons pas peur des mots. Nous, manipulons en permanence. Oui, mais on le fait tous en réalité. Tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. À la seconde où j'envoie un flux d'informations à percevoir à quelqu'un, je modifie inévitablement son environnement et donc je l'amène à se mettre en mouvement différemment. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, on va choisir des vêtements d'une certaine façon, on va choisir une coupe de cheveux, on va vérifier qu'on est bien coiffé, on va choisir un ton de voix, on va choisir une attitude comportementale, on va acheter certaines choses, etc., dans le but de mettre en mouvement autrui. En revanche, la vraie question, c'est quelle est l'intention qui se cache derrière cette volonté de mettre en mouvement quelqu'un? Moi, si j'ai quelqu'un qui est en haut d'un building avec 200 mètres de vide, prêt à sauter dans le vide, j'ai aucun problème à le manipuler pour lui faire 3 pas en arrière et le mettre en sécurité. En revanche, ce qui va me poser un problème, c'est de vouloir que quelqu'un ou que des gens cherchent à le faire avancer. Parce que de toute façon, il n'avancera pas horizontalement, mais verticalement, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, c'est plutôt l'intention comportementale derrière qui va être super importante.
Après, derrière cette notion d'éthique, en fait, avoir une relation respectueuse à l'autre, c'est déjà de commencer par comprendre en quoi et comment je manipule au quotidien tout le temps, sans le savoir. Comment est-ce que je peux être respectueux et avoir une démarche éthique avec quelqu'un si déjà là-bas je ne comprends pas comment instinctivement je le manipule? Donc cette compréhension profonde de ces mécanismes va me permettre ensuite d'avoir conscience de ce que je fais avec autrui. Et donc de fait, à ce moment-là, choisir ce que je décide de faire ou de ne pas faire. Et dans ce sens-là, c'est une démarche qui, à mon sens, est beaucoup plus éthique. Ensuite, je suis personne et je me refuse à donner une définition de ce qui est éthique ou ce qui l'est pas. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que je prends une posture de gourou et c'est hors de question. En revanche, tous ceux qui rentrent en formation chez nous, systématiquement, il y a un entretien préalable. Et la condition sine qua non d'usage, c'est de se demander est-ce que ce que je suis en train de faire est respectueux des autres et de moi-même. Si ça remplit assez de conditions, et déjà le fait de se poser la question, ça va commencer à être déjà une première étape dans cette démarche-là. Merci, beaucoup Guillaume. On va devoir s'arrêter là malheureusement, mais c'était passionnant et on aurait pu continuer encore longtemps. Je vais vous partager à nouveau les références du livre, donc pour ceux qui souhaiteraient, le lire. Donc «L'influence cachée du cerveau humain, décrypter nos comportements et nos décisions grâce aux neurosciences», écrit par Guillaume. Il est disponible donc dans toutes les librairies. Vous pouvez également le commander sur notre site, internet esf-scienceshumaines.fr. Je vous mets le lien dans la conversation, c'est pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez également, sur le site, est disponible un extrait avec les premières pages. Vous avez également le sommaire, si vous voulez le feuilleter un petit peu avant. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous suivre. On organise régulièrement des webinaires avec nos auteurs. Donc vous pouvez, pour être au courant des prochains événements, nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, Instagram, Facebook, et aussi sur YouTube, où pour précision, le webinaire sera disponible en replay la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir le lien et vous pourrez le partager à ceux qui n'auraient éventuellement pas pu nous suivre ce soir. Un grand merci à toi Herminie, un grand merci à toi Sophie, merci également à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. N'hésitez pas, quand vous aurez le livre entre les mains, si vous avez des questions, des choses comme ça, à venir se mettre en lien sur LinkedIn et à m'écrire en message privé. J'aurai grand plaisir à essayer de répondre un petit peu à vos questions, à vos réactions, etc. Je vois que certains l'ont déjà entre les mains, mais la sérotonine n'est pas encore arrivée pour que je le lise. Il n'y a pas de problème, on va faire des injections de sérotonine, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de partager cette heure avec vous. Un grand merci à vous. Merci à toi. Merci Sophie. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Guillaume pour ce shoot de dopamine et de sérotonine que tu nous as donné pendant ce moment ensemble et on va essayer de le garder le plus longtemps possible et puis de réécouter le replay sur YouTube si on a besoin d'un nouveau petit shoot. Merci beaucoup, très bonne soirée. Avec grand plaisir, merci à tous. Merci, au revoir.